Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la suite des aventures de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et c'est mon premier live ASMR depuis que je suis rentré, je crois. Donc voilà. En vrai, c'est cool, je suis content. On va reprendre tranquillement. En plus, j'ai pratiquement pas de la nuit, j'ai hyper mal dormi. Et j'ai pas été fatigué de l'après-midi pour autant. Donc c'est la première fois de la semaine où je fais pas de sieste, donc on va voir combien de temps je tiens. Mais c'est plutôt une bonne chose. Du coup, aujourd'hui, on devrait enfin, je pense, arriver à Poudlard. Donc au bout du... ce sera 10e chapitre, là on va commencer. Et normalement on devrait soit arriver à Poudlard, soit en être pas très loin. Chapitre 10. Luna Lovegood. Cette nuit-là, Harry eut le sommeil agité. Ses parents allaient et venaient dans ses rêves, sans jamais lui parler. Madame Weasley sanglotait, penchée sur le cadavre de créature, sous les yeux de Ron et d'Hermione coiffés de couronnes, et cette fois encore, Harry se retrouvait dans un couloir qui menait à une porte verrouillée. Il se réveilla en sursaut, en ressentant des picotements le long de sa cicatrice, et vit Ron, déjà habillé, qui lui parlait. Ferait bien de se dépêcher. Maman pique sa crise. Elle dit qu'on va rater le train. Toute la maison était en effervescence, d'après les bruits qu'il entendit pendant qu'il se pressait de s'habiller. Harry devina que Fred et George avaient ensorcelé leur mâle pour qu'elle vole toute seule en bas de en bas de l'escalier, s'épargnant ainsi la peine de les porter eux-mêmes. Elles avaient alors heurté Ginny de plein fouet et l'avaient précipitée dans le hall, après lui avoir fait dévaler 2 étages. Madame Black et Mrs. Weasley hurlaient de toute leur force de leurs poumons. Vous auriez pu la blesser gravement, espèce d'idiot. Immonde bâtard, vous souillez la maison de mes ancêtres. Hermione, qui paraissait... Pardon. Hermione, qui paraissait très énervée, se rua dans la chambre au moment où Harry lassait ses baskets. Elle portait dans les bras un bâton qui se tortillait dans tous les sens tandis que Edwidge se balançait sur son épaule. Mes parents viennent de me renvoyer Edwidge. La chouette alla obligatoirement se poser dans sa cage. Tu es prêt? Presque. Ginny va bien? Demanda Harry en mettant ses lunettes. Madame Weasley la rafistolet, répondit Hermione. Mais maintenant, c'est Folleuil qui dit qu'on ne pourra pas partir tant que Strugris, Potmore, ne sera pas revenu. Sinon, pardon, il manquera un membre à l'escorte. Excusez-moi. Ça va, Pika, mais j'ai toujours la gorge irritée, c'est grave chiant. Et toi, comment vas-tu? L'escorte, s'étonna Harry. Il faut vraiment une escorte pour aller à la gare de King's Cross. C'est à toi qu'il faut une escorte, rectifia Hermione. Et pourquoi? Demanda Harry, agacé. Je croyais que Voldemort devait se faire discret. Tu penses qu'il va surgir de derrière une poubelle pour essayer de me tuer? Je n'en sais rien. Je te répète simplement ce que Folleuil a dit, répliqua Hermione, qui regardait sa montre d'un air affolé. Mais si on ne part pas tout de suite, on est sûr de rater le train. Est-ce que vous allez vous décider à descendre là-haut? Rugit Madame Weasley. Ma mère n'est pas stylée, bah j'en ai pas en fait, Pikachu. Ah bah nickel. C'était bien. Hermione sursauta comme si elle venait de se brûler et se précipita hors de la pièce. Harry prit Edwidge, la fourra dans sa cage sans cérémonie et descendit l'escalier à la suite d'Hermione entraînant sa grosse valise derrière lui. Le portrait de Madame Black hurlait de rage, mais personne ne se souciait de le refermer les rideaux. De toute façon,
Le tumulte qui agitait le hall la réveillerait de nouveau. Harry, tu viens avec moi, avec Tonks et moi, lui lança Madame Weasley, couvrant les cris répétés de sang de pourpre. Vermine, créatures infâmes. Laisse ta valise et ta chouette. Alastor s'occupera des bagages. Oh, pour l'amour du ciel, Sirius, Dumbledore a dit non. Un chien noir semblable à un ours était apparu à côté de Harry, qui escaladait les monceaux de bagages entassés dans le hall pour rejoindre Madame Weasley. Oui, c'est ça, Pikachu. Non mais vraiment, se lamenta Madame Weasley. Oh, et puis après tout, fais comme tu voudras. Elle ouvrit la porte d'entrée et sortit dans la lumière incertaine du soleil de septembre. Harry et le chien la suivirent. La porte claqua derrière eux, étouffant les hurlements de Madame Black. « Où est Tonks ?» demanda Harry en jetant un regard autour de lui. Ils descendirent les marches du perron et le numéro 12 se volatilisa en un instant, et ils eurent atteint le trottoir. « Elle nous attend là-bas, dit Madame Weasley avec froideur, en évitant de poser le regard sur le chien qui combattait à côté de Harry. Une vieille dame les salua au coin de la rue. Elle avait des cheveux gris bouclés et portait un chapeau violet, semblable à une galette. « Salut Harry, dit-elle avec un clin d'œil. On ferait bien de se dépêcher, pas vrai Molly, ajouta-t-elle en consultant sa montre. Je sais, marmonna Madame Weasley, qui allongea le pas. Mais Folleuil voulait attendre Strugris. Si seulement Arthur avait pu obtenir à nouveau des voitures du ministère. Mais ces temps-ci, Fudge ne lui prêterait même pas une bouteille d'encre vide. Comment les moldus s'y prennent pour voyager sans magie? Le grand chien noir lança un aboiement joyeux et se mit à bondir autour d'eux, faisant mine de mordre les pigeons et courant après sa queue. Harry ne put s'empêcher d'éclater de rire. Sirius était resté enfermé si longtemps. Madame Weasley, en revanche, pinça les lèvres dans une expression qui rappelait presque la tante Pétunia. Le trajet jusqu'à King's Cross leur prit 20 minutes à pied et ne fut marqué d'aucune autre péripétie que les cabrioles de Sirius qui effraya 2 ou 3 chats pour amuser Harry. Une fois dans la gare, ils firent semblant de flâner entre les voies 9 puis 10. Lorsqu'ils n'y eut plus personne en vue, chacun, à tour de rôle, alla s'appuyer contre la barrière et la traversa sans difficulté pour atteindre la quai 9-3/4. Le Poudlard Express était là, cachant et panachant de vapeur noire au-dessus de la foule d'élèves et de leurs familles qui se pressaient dans l'attente du départ. Harry respira l'odeur familière du train et sentit son moral remonter. Il retournait véritablement à Poudlard. « J'espère que les autres vont arriver à temps, » dit Madame Weasley. Elle regarda derrière elle l'arcade de fer forgé qui marquait l'entrée du quai. « Il est beau ton chien, Harry, » dit un garçon de grande taille coiffé de dreadlocks. « Merci, Lee, » répondit Harry, avec un sourire tandis que Sirius remuait frénétiquement la queue. « Ah, c'est bien, dit Madame Weasley, soulagée. Alastor arrive avec les bagages, regardez. » Une casquette de porteur enfoncée sous ses yeux dissymétriques, Maugrey franchit l'arcade de son pas claudiquant. Il poussait devant lui un chariot chargé de leurs valises. « Tout est ok, » murmura-t-il à Madame Weasley et à Tonks. « Je ne pense pas qu'on nous ait suivis. » Quelques secondes plus tard, Monsieur Weasley apparut à son tour sur le quai, en compagnie de Ron et d'Hermione. Ils avaient presque fini de décharger le chariot de Maugrey lorsque Fred, George et Ginny arrivèrent avec Lupin. « Pas d'ennui, » grogna Maugrey. « Aucun, » répondit Lupin. « Je vais quand même parler de Strugris à Dumbledore, » dit Maugrey. « C'est la 2e fois en une semaine qu'il nous fait faux bon. Bientôt, on ne pourra pas plus compter sur lui que sur Mandringus. » Bon. « Prenez bien soin de vous, » dit Lupin, en serrant les mains autour de lui. Il s'avança vers Harry et lui donna une tape sur l'épaule. « Toi aussi, Harry, sois prudent. »« Ouais, garde la tête basse et les yeux ouverts, » ajouta Maugrey,
en serrant à son tour la main de Harry. Et n'oubliez pas, vous tous, faites bien attention à ce que vous écrirez dans vos lettres. Si vous avez un doute, n'écrivez rien du tout. J'ai été très contente de vous connaître, dit Tonks, en serrant contre elle Hermione et Ginny. On se reverra sûrement un de ces jours. Un coup de sifflet retentit. Les élèves, qui étaient encore sur le quai, se hâtèrent de monter dans le train. Vite, vite, dit Madame Weasley d'un air affolé, en les serrant contre elle à hasard. Harry eut même droit à ses étreintes. Écrivez, soyez sages. Si vous avez oublié quelque chose, on vous l'enverra. Allez, maintenant, montez vite. Pendant un bref moment, le gros chien noir se dressa sur ses pattes de derrière et posa celles de devant sur les épaules de Harry. Mais Madame Weasley poussa Harry vers la portière du wagon en sifflant entre ses dents. Pour l'amour du ciel, conduis-toi comme un chien, Sirius. À plus tard, lança Harry par la fenêtre ouverte, alors que le train s'ébranlait. À côté de lui, Ron, Hermione et Ginny faisaient de grands signes de la main. Les silhouettes de Tonks, de Lupin, de Maugret et de Monsieur et Madame Weasley diminuèrent rapidement, mais le chien noir continuait de courir à hauteur de la fenêtre en remuant la queue, sous les rires de la foule restée sur le quai. Le train prit alors un virage, et Sirius disparut. Il n'aurait pas dû venir avec nous, dit Hermione d'un air soucieux. Oh, détends-toi un peu, dit Ron. Ça faisait des mois qu'il n'avait pas vu la lumière du jour, le pauvre. Ben, dit Fred en claquant les mains l'une contre l'autre. On ne va pas passer la journée à bavasser. On a des choses à voir avec Lee. À plus tard. Il s'éloigna en compagnie de George et toutes disparurent dans le couloir. Le train prenait de la vitesse et les maisons défilaient sous leurs yeux. Défilaient sous leurs yeux en une succession d'éclairs. Ils restèrent debout dans le couloir, ballottés par le balancement du wagon. Si on allait chercher un compartiment, proposa enfin Harry. Hermione et Ron se regardèrent. Dit Ron. Nous, Ron et moi, nous sommes censés aller dans le wagon réservé au préfet, dit Hermione gênée. Ron évitait le regard de Harry. Il semblait passionné par la contemplation de ses ongles de sa main gauche. Attendez, je viens d'éternuer, j'ai super mal. Ah, très bien, dit Harry. Je ne crois pas que nous soyons obligés d'y rester pendant tout le voyage, dit précipitamment Hermione. Dans nos lettres, il disait simplement que nous devions prendre nos instructions auprès du préfet et de la préfète en chef, et ensuite faire un tour dans le couloir de temps en temps. Très bien, répéta Harry. Alors, à tout à l'heure. Oui, sûrement, répondit Ron en lui lançant à la dérobée un regard anxieux. C'est pénible d'être forcé d'aller là-bas. Je préférais... Enfin, on n'a pas le choix. Je veux dire, ça ne m'amuse pas. Je ne m'appelle pas Percy, moi, acheva-t-il, sur un ton de défi. Je sais bien, dit Harry avec un sourire. Mais tandis qu'Hermione et Ron s'éloignaient vers la tête du convoi en traînant leurs valises, Pateron et la cage de Coquesigre, Harry éprouva un étrange sentiment de vide. Il n'avait jamais fait le voyage du Poudlard Express sans Ron. Viens, lui dit Ginny. Si on s'y prend maintenant, on pourra leur garder des places. D'accord, dit Harry. Tu as d'autres gènes à part la gorge? Non, j'ai pas d'autres gènes, Pikachu. Mais vraiment, la gorge irritée, c'est pénible. Mais en plus je parle piercé, donc je pense qu'on va faire qu'un chapitre ce soir. Parce que clairement je vais pas vous imposer ça trop longtemps.
grosse valise de l'autre. Ils avancèrent péniblement le long du couloir en jetant des coups d'œil à travers les portes vitrées dans les compartiments devant lesquels ils passaient, mais aucun n'était libre. Harry ne put ignorer que de nombreux élèves le regardaient avec un grand intérêt et que plusieurs d'entre eux donnèrent des coups de coude à leurs voisins en le montrant du doigt. Ce comportement, observé dans 5 wagons successifs, va lui rappeler que la Gazette du Sorcier avait raconté tout au long de l'été qu'il était un fabulateur uniquement préoccupé par sa célébrité. Il se demanda d'un air sombre si ceux qui le regardaient ainsi en chuchotant croyaient vraiment à ces articles. Oui, t'inquiète pas, Pikachu. Dans le tout dernier wagon, ils rencontrèrent Neville Londubat, un des camarades de classe de Harry à Gryffondor. Son visage rond luisait de sueur sous l'effort qu'il devait faire pour traîner sa valise, tout en tenant fermement de l'autre main très fort son crapaud qui se débattait. « Bonjour Harry, dit-il, le souffle court. « Bonjour Ginny. Tout est plein, je n'arrive pas à trouver de place. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» répliqua Ginny, qui s'était faufilée devant lui pour regarder dans le compartiment suivant. « Celui-là est libre et il n'y a que Luna Lovegood là-dedans. » Harry marmonna quelque chose qui signifiait qu'il ne voulait déranger personne. « Ne sois pas stupide, » s'exclama Ginny en éclatant de rire. « Elle est très gentille, Luna. » Ginny fit coulisser la porte du compartiment et tira sa valise à l'intérieur. Harry et Neville la suivirent. « Salut Luna, dit Ginny, on peut s'installer ici. » La jeune fille, assise près de la fenêtre, leva les yeux vers eux. Elle avait des cheveux blonds, sales et emmêlés, qui lui tombaient jusqu'à la taille, des sourcils très clairs et des yeux protubérants qui lui tenaient sans cesse l'air surpris. Harry comprit tout de suite pourquoi Neville avait préféré ne pas s'installer dans ce compartiment. La jeune fille dégageait manifestement une aura de folie douce. Peut-être était-ce dû au fait qu'elle avait collé sa baguette magique sur son oreille gauche, ou qu'elle portait un colis constitué de bouchons de bière au beurre, ou encore qu'elle était en train de lire un magazine en le tenant à l'envers. Son regard passa sur Neville pour aller se poser sur Harry. Elle acquiesça alors d'un signe de tête. « Merci, » dit Ginny avec un sourire. Harry et Neville hissèrent les 3 valises à la cale et la cage d'Edwidge dans les filets à bagages, puis s'assirent. Luna les observa par-dessus son magazine qu'elle tenait toujours à l'envers et qui avait pour titre « Le chicaneur ». Oh mais Luna, la peste, vraiment. La description est incroyable. Apparemment, elle n'éprouvait pas le besoin de cligner des yeux aussi souvent que les humains normaux. Elle contemplait fixement Harry, qui s'était assis en face d'elle et commençait à le regretter. « Tu as passé de bonnes vacances, Luna ?» demanda Ginny. « Oui, » répondit Luna d'un air rêveur, sans quitter Harry des yeux. « Oui, je me suis bien amusée. »« Toi, tu t'appelles Harry Potter » ajouta-t-elle. « Je sais » répliqua Harry. Neville bouffa de rire. Luna tourna vers lui de ses yeux pâles. « Et toi, je ne sais pas qui tu es. »« Moi, je ne suis personne » répondit aussitôt Neville. « Ce n'est pas vrai » dit Ginny d'un ton brusque. « Neville Londubat, Luna Lovegood. Luna est en même année que moi, mais un cerf d'aigle. » Tout homme s'enrichit quand a bon de l'esprit, dit Luna d'une voix chantonnante. Elle leva son magazine pour cacher le visage, puis se tut. Harry et Neville échangèrent un regard, les sourcils levés. Ginny étouffa un rire. Dans le fracas des rails, le train poursuivait son chemin à travers des paysages de campagne. C'était une journée étrange, instable. Parfois, le wagon était illuminé de soleil et un instant plus tard, des nuages menaçants obscurcissaient le ciel. Mais oui, ça lui va trop bien. Devine ce que j'ai eu pour mon anniversaire, dit Neville. Un nouveau rappel-tout, répondit Harry, en se souvenant de l'objet en forme de bille que sa grand-mère lui avait envoyé dans l'espoir de remédier à ses trous de mémoire vertigineux. Non, dit Neville, remarque, ça me serait bien utile et il y a longtemps que j'ai perdu l'autre. Non, regarde. Tenant toujours
en retira quelque chose qui ressemblait à un petit cactus gris planté dans un pot. Mais en guise d'épine, la plante était recouverte de pustules. Mabulus Mimbletonia, annonça fièrement Neville. Harry contempla la chose. Elle palpitait légèrement et offrait l'aspect sinistre d'un organe interne atteint de maladie. Une plante très très rare, expliqua Neville, le visage rayonnant. Je ne sais même pas s'il y en a une dans la serre de Poudlard. J'ai hâte de la montrer au professeur Jourave. Mon grand-oncle Algi, je sais pas comment on dit, me l'a déniché en Assyrie. Je vais voir si je peux la reproduire. Harry savait que la botanique était la matière préférée de Neville, mais il ne voyait vraiment pas ce qu'il pouvait trouver d'intéressant à ce petit végétal rabougri. Est-ce qu'il fait quelque chose de spécial demanda-t-il. Oh oui, plein de choses, répondit Neville avec fierté. Elle possède un système de défense étonnant. Tiens, tu peux me tenir, Trevor. Il laissa tomber le crapaud sur les genoux de Harry et prit une plume dans son sac. Les yeux exorbités de Luna apparurent à nouveau au-dessus de son magazine renversé pour regarder ce que faisait Neville. Celui-ci leva le Minambulus Mobeltonia au niveau de son visage. La langue entre les dents, il choisit un endroit précis et piqua sa plante d'un petit coup sec avec sa pointe de plume. Un liquide vert foncé, épais et malodorant jaillit alors du chacun des pustules, et le long de jets puissants qui éclaboussèrent le plafond, les fenêtres, le magazine de Luna Lovegood, Ginny, qui avait levé les bras devant son visage juste à temps, avait simplement l'air de porter un chapeau d'un verre de vase, mais Harry, dont les mains étaient occupées à maintenir Trevor en place, reçut en pleine tête une giclée de liquide. Une odeur de fumée rance se répandit dans le compartiment. Neville, le visage et le torse également trempés, secoua la tête pour enlever la substance de ses yeux. Désolé, halta-t-il, je n'avais encore jamais essayé. Je ne pensais pas que ça aurait cet effet-là. Mais ne vous inquiétez pas, l'empestine n'est pas un poison, ajouta-t-il d'une voix fébrile, tandis que Harry crachait un jet de liquide vert par terre. Ah merde, j'espère que ça va s'arranger, Pikachu. Enfin, je vais continuer à regarder. À cet instant précis, la porte du compartiment s'ouvrit. Ah, bonjour Harry, dit une voix mal assurée. J'arrive peut-être à un mauvais moment. Harry essuya les verres de ses lunettes de sa main libre, l'autre tenant toujours Trevor. Dans l'encadrement de la porte, une magnifique jeune fille aux longs cheveux noirs et brillants lui souriait. C'était Cho Chang, l'attrapeuse de l'équipe de Quidditch de Serre-d'Aigle. Ah, salut, dit Harry, l'air ahuri. Voilà, je voulais simplement te dire bonjour, alors au revoir, dit Cho. Le teint viro au rose vif, elle referma la porte et s'éloigna dans le couloir. Harry se laissa tomber contre le dossier de la banquette en poussant un grognement. Et merci pour le follow, c'est très gentil. Périscope. Il aurait souhaité que Cho le surprenne au milieu d'un groupe d'amis super cool en train de se tordre de rire après avoir entendu l'excellente plaisanterie qu'il venait de raconter. S'il avait eu le choix, il aurait préféré qu'elle ne le trouve pas en compagnie de Neville et de Luna Lovegood, un crapaud à la main et le visage ruisselant d'empestine. Ce n'est pas grave, dit Ginny d'une voix décidée. On va se débarrasser de tout ça très facilement. Elle sortit sa baguette magique et s'écria « Récure vite !» L'empestine se volatilisa aussitôt. Et merci du coup, Périscope, installe-toi, ouais. Désolé, répéta Neville d'une petite voix. Ron et Hermione restèrent absents pendant près d'une heure. Le chariot à friandises était déjà passé. Harry, Ginny et Neville avaient fini leur pâte à citrouille et s'échangeaient les cartes trouvées dans leur paquet de choco-grenouilles, lorsque Ron et Hermione entrèrent enfin dans le compartiment, en compagnie de Padoron et de Coquesigre, qui poussaient des ululements
cinquième année dans chaque maison, annonça Hermione, apparemment très mécontente. Un garçon et une fille. Et devine qui est le préfet de Serpentard, dit Ron, les yeux toujours fermés. Malfoy, répondit aussitôt Harry, convaincu que ses pires craintes seraient confirmées. Bien sûr, dit Ron avec amertume. Il avala ce qui restait de son choco-grenouille et en prit un autre. Et la fille, c'est bien entendu une vraie bourrique de Pansy Parkinson, lança Hermione d'un ton féroce. Comment elle a fait pour être préfète? Elle est plus bête qu'un drôle endormi. Et à pouf souffle, c'est qui? Demanda Harry. Ernie Macmillan et Anna Abbott, dit Ron d'une voix pâteuse. Et Anthony Goldstein et Padma Patil pour Serdaigle, ajouta Hermione. Tu es allé au bal de Noël avec Padma Patil, dit une voix d'un ton absent. Tout le monde se tourna vers Luna Lovegood, qui regardait Ron s'ensiller par-dessus le chicaneur. Ron avala son choco-grenouille. Oui, je sais, dit-il, légèrement surpris. Elle ne s'est pas beaucoup amusée, l'informa Luna. Elle pense que tu n'es pas très bien occupé d'elle, parce que tu ne voulais pas la faire danser. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé, ajouta-t-elle, songeuse. Je n'aime pas tellement danser. Puis, elle se retira à nouveau derrière le chicaneur. Ron, bouche bée, regarda pendant quelques secondes la couverture du magazine, avant de se tourner vers Ginny, d'un air interrogateur. Mais Ginny se mordait le bout, pour s'empêcher d'éclater de rire. Stupéfait, Ron hocha la tête et consulta sa montre. On est censé faire des rondes dans le couloir de temps en temps, dit-il à Harry et à Neville. On a le droit de donner des punitions à ceux qui se conduisent mal. J'ai hâte de coincer Crabbe et Goyle. Tu ne dois pas profiter de ta position, Ron, lança sèchement Hermione. C'est ça, oui. Et Malfoy non plus n'en profitera pas du tout, répliqua Ron d'un ton sarcastique. Alors tu vas t'abaisser à son niveau? Non, je veux simplement coincer ses copains avant qu'ils ne coincent les miens. Ron, pour l'amour du ciel, j'obligerai Goyle à faire des lignes, ça va le tuer. Il déteste écrire, dit Ron d'un ton joyeux. Il crispa son visage dans une expression de concentration douloureuse et fit mine d'écrire en imitant les grognements rauques de Goyle. Je ne dois pas ressembler à un derrière de babouin. Tout le monde éclata de rire, mais Luna Lovegood laissa échapper un véritable hurlement de joie qui réveilla Edwidge. La chouette battit des ailes d'un air indigné, et Padoran sauta du filet à bagages en crachant. Luna riait si fort que son magazine lui échappa des mains et glissa par terre. Ça, c'était vraiment drôle. Ses yeux globuleux, baignés de larmes, son souffle, le regard fixé sur Ron. Abasourdi, celui-ci jetait des coups d'œil aux autres qui riaient à présent de son expression ahurie et de l'hilarité indéniable et grotesque de Luna Lovegood. On voyait se balancer d'avant en arrière en se tenant les côtes. « Tu te fiches de moi ou quoi ?» lui dit Ron en fronçant les sourcils. « Un derrière de babouin !» s'étouffa-t-elle pliée en deux. Tandis que tout le monde regardait Luna rire, Harry remarqua quelque chose en voyant le magazine tomber par terre et se précipita soudain pour le ramasser. Vu à l'envers, il était difficile de savoir ce que représentait la couverture. Mais Harry venait de réaliser qu'il s'agissait d'une assez mauvaise caricature de Cornelius Fudge. Il ne l'avait pas reconnu grâce au chapeau melon. Il l'avait reconnu grâce au chapeau melon vert. Fudge tenait un sac d'or à la main, son autre main serrée sur la gorge d'un gobelin. La caricature avait pour légende « Jusqu'où ira Fudge pour s'emparer de Gringotts ?» Au-dessous, on pouvait lire les titres des autres articles du magazine. Corruption à la Ligue de Quidditch. Comment l'équipe des Tornades a-t-elle fait pour gagner? Les secrets des anciennes runes révélés. Sirius Black, tueur ou victime? Je peux y jeter un coup d'œil, demanda Harry à Luna. Elle acquiesça d'un signe de tête, haletant de rire, le regard toujours fixé sur Ron. Harry ouvrit le magazine et parcourut le sommaire jusqu'à cet instant. Il avait complètement oublié la revue que Kingsley avait donnée à M. Weasley pour qu'il l'apporte à Sirius, mais il s'agissait sans doute de cette même édition du chicaneur. Il trouva
de la page et se précipita sur l'article. Là aussi, il découvrit une assez mauvaise caricature. Harry n'aurait même pas su qu'il représentait Sirius s'il ne l'avait pas lu dans la légende. Sirius était debout sur un tas d'ossements humains et brandissait sa baguette magique. Le titre de l'article disait « Sirius Black est-il aussi noir qu'on le dépeint ?» Un redoutable tueur en série ou innocent chanteur de variété. Harry dut lire la phrase à plusieurs reprises pour s'assurer qu'il avait bien compris. Depuis quand Sirius était-il un chanteur de variété? Il y a maintenant 14 ans que Sirius Black est considéré comme l'auteur du meurtre collectif de 12 moldus innocents et d'un sorcier. Sa fuite audacieuse du pénitencier d'Azkaban, il y a 2 ans, a déclenché la plus grande chasse à l'homme jamais entreprise par le ministère de la Magie. De l'avis général, il est urgent de le retrouver pour le rendre au détraqueur et lui infliger le châtiment qu'il mérite. Mais le mérite-t-il vraiment? Un fait nouveau et troublant permet en effet de penser que Sirius Black ne serait peut-être pas coupable du crime pour lequel on l'a envoyé à Azkaban. En réalité, nous dit Doris Purkis, au 18 Acanthia Way, Little Norton, il se pourrait bien que Black n'ait même jamais été présent sur les lieux de la tuerie. Les gens n'ont pas compris que Sirius Black est un faux nom, affirme M. Purkis. L'homme que l'on croit être Sirius Black n'est autre que Stubby Boardman, le chanteur du groupe Croque-Mitaine, qui a quitté la vie publique après avoir reçu un navet en pleine figure lors d'un concert donné à Little Norton il y a à peu près 15 ans. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil en voyant sa photo dans le journal. Il est impossible que Stubby ait commis ces crimes pour la bonne raison que, ce jour-là, il dînait aux chandelles en ma compagnie. J'ai écrit au ministre de la Magie, et je pense qu'il accordera incessamment une grâce pleine et entière à Stubby, alias Sirius. Lorsqu'il eut achevé sa lecture, Harry contempla la page d'un air incrédule. S'il s'agissait peut-être d'une plaisanterie, pensa-t-il. Peut-être était-ce un magazine spécialisé dans le canular. Il revint quelques pages en arrière et trouva l'article consacré à Fudge. Attends, je prends un coup, j'arrive. Cornelius Fudge, le ministre de la Magie, a démenti avoir eu le projet de prendre la direction de Gringotts, la banque des sorciers, lorsqu'il eut été élu à son poste il y a maintenant 5 ans. Fudge a toujours répété qu'il souhaitait simplement coopérer pacifiquement avec les gardiens de notre or. Mais est-ce bien vrai? De sources proches du ministre ont récemment révélé que la plus chère ambition de Fudge serait de s'assurer le contrôle des réserves d'or des gobelins et qu'il n'hésiterait pas pour cela à employer la force si nécessaire. D'ailleurs, ce ne serait pas la première fois, déclare un membre du ministère. Les amis de Cornelius Fudge l'ont surnommé l'éventreur de gobelins. Si vous entendiez ce qu'il dit lorsqu'il se croit à l'abri des oreilles indiscrètes, il ne cesse de parler des gobelins qu'il a tués de toutes les manières possibles. Il les a noyés, jetés du haut d'un immeuble, empoisonnés. Il en a même fait du pâté en croûte. Harry n'alla pas plus loin. Fudge avait sans doute beaucoup de défauts, mais il n'arriverait pas à imaginer donner des ordres pour faire pâté de gobelins. Il feuilleta le reste du magazine, en découvrit divers articles, une accusation selon laquelle les Tornades Dusty étaient en train de gagner le championnat de Quidditch en combinant chantage, sabotage de balai et actes de barbarie. Une interview d'un sorcier qui prétendait avoir volé jusqu'à la Lune sur un Brosdur 6 et en avoir rapporté un sac de grenouilles lunaires pour le prouver. Et enfin, une étude sur les anciennes runes qui expliquerait au moins pourquoi Luna donnait le chicaner à l'envers. D'après le magazine, si on lisait les runes la tête en bas, on pouvait y déchiffrer une formule magique
La suggestion selon laquelle Sirius serait le chanteur du groupe Coq-Mitaine paraissait tout à fait raisonnable. Il y a des trucs bien là-dedans, demanda Ron lorsque Harry referma le magazine. Bien sûr que non, répliqua Hermione d'un ton cinglant. Avant que Harry ait eu le temps de répondre. Le chicaneur n'est qu'une vraie poubelle, tout le monde le sait. Excuse-moi, dit Luna, d'une voix qui avait soudain perdu son ton rêveur. Mais mon père en est le directeur. Ah, balbutia Hermione gênée. En fait, il y a des choses intéressantes. Je veux dire que c'est... Je vais le reprendre, merci, dit froidement Luna. Elle se pencha et arracha le magazine des mains de Harry. Elle chercha la page 57 et le remit à l'envers en disparaissant derrière. Au même moment, la porte du compartiment s'ouvrit pour la 3e fois. Harry leva la tête, il s'y était attendu, mais la vue de Draco Malfoy ricanant, entouré de ses 2 acolytes, Crabbe et Goyle, ne fut pas une réjouissance pour autant. « Qu'est-ce que tu veux » lança Harry d'un ton agressif avant que Malfoy ait pu ouvrir la bouche. « Polly Potter, sinon je serais obligé de te donner une retenue, dit Malfoy, de sa voix traînante. Il avait les mêmes cheveux blonds et lisses, le même menton pointu que son père. « Tu vois, contrairement à toi, j'ai été nommé préfet, ce qui signifie que, contrairement à toi, j'ai le pouvoir de distribuer des punitions. »« C'est ça, » répliqua Harry. « Mais toi, contrairement à moi, tu es un crétin, alors sors d'ici et fiche-nous la paix. » Ron, Hermione, Ginny et Neville éclatèrent de rire. Malfoy pinça les lèvres. « Dis-moi, Potter, quel effet ça fait de se retrouver 2e derrière Weasley ?» demanda-t-il. « Ferme-la, Malfoy, » répondit Hermione d'un ton sec. « Tiens, on dirait que j'ai touché un point sensible, » commenta Malfoy avec un sourire narquois. « En tout cas, fais attention à toi, Potter, parce que je vais te suivre à la trace, comme un chien, et si jamais tu ne fais un pas de travers... » « Fiche le camp, » ordonna Hermione en se levant. Toujours ricanant, Malfoy lança à Harry un dernier regard venimeux et s'en alla, suivi de Crabbe et de Goyle. Hermione claqua la porte du compartiment derrière eux et se tourna vers Harry. Il sut aussitôt que, comme lui, elle avait noté ce que Malfoy avait dit et qu'elle en était tout alarmée. « Envoie un autre choco-grenouille, dit Ron, qui, à l'évidence, n'avait rien remarqué. Harry ne pouvait pas parler librement devant Neville et Luna. Il échangea d'un nouveau regard inquiet avec Hermione, puis contempla le paysage qui défilait par la fenêtre. Il avait trouvé amusant que Sirius l'accompagne à la gare, mais soudain, cette escapade lui paraissait imprudente et même carrément dangereuse. Hermione avait eu raison. Sirius n'aurait pas dû venir. Si M. Malfoy avait remarqué le chien noir et l'avait signalé à Draco, s'il en avait déduit que les Weasley, Lupin, Tonks et Maugrey connaissaient la cachette de Sirius, ou alors fallait-il voir une pure coïncidence dans le fait que Malfoy ait prononcé le mot chien. Le temps demeurait incertain tandis qu'ils poursuivaient leur progression vers le nord. La pluie éclaboussait les vitres sans grande conviction. Puis, le soleil faisait une timide apparition, avant d'être une nouvelle fois masqué par les nuages. Lorsque le soir tomba, et que les lumières s'allumèrent dans le wagon, Luna roula le chicaneur, le rangea soigneusement dans son sac, et se mit à observer les autres à tour de rôle. Harry avait posé le front contre la fenêtre, essayant de distinguer les silhouettes lointaines de Poudlard, mais c'était une nuit sans lune, et la vitre balayée par la pluie était trop sale. « On ferait bien de se changer, » dit Hermione. Sans difficulté, ils ouvrirent leurs valises pour y prendre leur robe d'école. Hermione et Ron épinglèrent soigneusement sur leur poitrine leur insigne de préfet, et Harry vit Ron regarder son reflet dans la vitre obscurcie. Enfin, le train commença à ralentir et ils entendirent le tumulte habituel des élèves qui se précipitaient pour rassembler leurs bagages et leurs animaux prêts à descendre. Comme Ron et Hermione étaient censés superviser les opérations, ils sortirent du compartiment, confiant à Harry et aux autres
le soin de s'occuper de Patoron et de Coquesigre. Je peux porter ce hibou si tu veux, proposa Luna à Harry. Elle tendit le bras pour prendre la cage de Coquesigre, pendant que Neville glissait précautionneusement Trevor dans une poche intérieure. Oh, oui, merci, répondit Harry. Il lui donna la cage de Coquesigre et put ainsi assurer un meilleur équilibre à celle d'Edwidge qu'il tenait dans ses bras. Quand ils sortirent du compartiment, parmi la foule qui avait envahi le couloir, la fraîcheur nocturne leur picota le visage. Ils avancèrent lentement vers la portière la plus proche, et Harry sentait déjà l'odeur de pain qui bordait le chemin du lac. Descendu sur le quai, il regarda autour de lui, tendant l'oreille pour entendre le traditionnel « Les premières années par ici ». Mais l'appel ne vint pas. À sa place, une voix très différente, une voix de femme, sèche et énergique lança « Les premières années, en ronde, s'il vous plaît. Toutes les premières années, en rang devant moi. » Une lanterne se balança devant Harry, et sa lueur éclaira le menton proéminent et la coupe de cheveux austère du professeur Cope-Blanche. La sorcière qui avait provisoirement remplacé Hagrid l'année précédente pour leur donner les cours de soins aux créatures magiques. « Où est Hagrid » demanda-t-il à voix haute. « Je ne sais pas, répondit Ginny. On ferait bien de bouger. On bloque le portière du wagon. Ah oui. » En avançant vers la sortie de la gare, Harry et Ginny furent séparés par la foule. Bousculés de toutes parts, Harry scrutait l'obscurité pour essayer de distinguer Hagrid. Il était forcément là. Harry y comptait bien. Revoir Hagrid était l'une des choses qu'il avait attendu avec le plus d'impatience. Mais il n'y avait aucune trace de lui. Il ne peut quand même pas avoir quitté Poudlard, songea Harry, tandis qu'ils franchirent avec la foule des élèves la porte étroite qui donnait sur la route. Peut-être qu'il a un rhume ou quelque chose comme ça. Il chercha du regard Ron et Hermione pour leur demander ce qu'ils en pensaient de la réapparition du professeur Cope-Blanche. Mais ni l'un ni l'autre ne se trouvaient à proximité. Il se laissa donc entraîner sur la route obscure, luisante de pluie, devant la gare de Préolard. Sur la chaussée s'alignait la centaine de diligences sans chevaux qui emmenaient traditionnellement les élèves jusqu'au château, à l'exception des premières années. Harry y jeta un rapide coup d'œil, se tourna pour continuer à chercher Ron et Hermione du regard, puis soudain fit volte-face. Cette fois, les diligences étaient attelées. Des créatures se tenaient dans leurs brancards. Si Harry avait dû en donner un nom, sans doute les aurait-il appelés des chevaux, mais elles avaient aussi quelque chose de reptilien. Et coucou Virginie, bonne nuit à toi. De toute façon, on va pas tarder non plus, je finis mon chapitre et au dodo. Il reste une page, voilà. On aurait dit qu'elles étaient dépourvues de toute chair. Leur pelage noir collait à leur squelette dont on voyait chaque os se dessiner. Leur tête rappelait celle de dragons, et leurs yeux blancs sans pupilles avaient un regard fixe et vide. Elles étaient également dotées d'une paire d'ailes à la hauteur du garrot, de grandes ailes noires à la surface lisse comme du cuir, qui auraient pu appartenir à des chauves-souris géantes. Immobiles et silencieuses dans l'obscurité montante, les créatures paraissaient sinistres, effrayantes. Harry ne comprit pas pourquoi on avait attelé ces horribles chevaux diligences, alors qu'elles étaient parfaitement capables de se mouvoir toutes seules. « Où est Coq ?» demanda la voix de Ron juste derrière Harry. « C'est cette fille Luna qui l'a pris, » répondit-il en se tournant vers lui, impatient de lui parler de Hagrid. « À ton avis, où est Hagrid ? Je ne sais pas, dit Ron, d'une voix inquiète. J'espère qu'il va bien. » Un peu plus loin, Draco Malfoy suivi d'une petite bande qui comportait Crabbe, Goyle et Pansy Parkinson écartait de son chemin des deuxièmes années à l'air timide pour que ses amis et lui puissent disposer d'une diligence à eux tout seuls. Quelques secondes plus tard, Hermione, tout essoufflée, surgit de la foule. « Malfoy a été odieux avec un première année. Je te jure que je vais le signaler. Ça fait à peine 3 minutes qu'il a son insigne, et il en profite déjà pour brutaliser les autres, encore plus que d'habitude. » « Où est Patoron ?» « C'est Ginny qui l'a dit, Harry.
La voilà. Ginny venait d'émerger de la foule en serrant contre elle un bâton qui ne cessait de se tortiller. Merci, dit Hermione qui reprit son chat. Viens, on va essayer de se trouver une diligence avant que tout soit plein. Je n'ai pas encore récupéré Coq, dit Ron, mais Hermione se dirigeait déjà vers la diligence la plus proche. Harry resta à côté de Ron. À ton avis, c'est quoi ces choses lui demanda-t-il en montrant d'un signe de tête des horribles chevaux. Autour d'eux, les élèves continuaient à affluer. Quelle chose? Ces chevaux. Luna apparut, la cage de Coquesic dans ses bras. Comme d'habitude, le minuscule hibou poursuivait des ululements tout excités. Et voilà, dit Luna, il est très mignon ton hibou. Ouais, il est pas mal, répondit Ron d'un ton bourru. Bon alors, on y va. Qu'est-ce que tu disais, Harry? Je disais qu'est-ce que c'est que ces espèces de chevaux, répéta Harry tandis qu'il se dirigeait, en compagnie de Ron et de Luna, vers la diligence où Hermione et Ginny étaient déjà pris place. Quelles espèces de chevaux? Ceux qui tirent les diligences, s'impatienta Harry. Il n'était qu'à 3 mètres de celui qui se trouvait le plus près d'eux. La créature les fixait de ses yeux vides et blancs, mais Ron paraissait perplexe. De quoi tu parles? Je parle de... Tiens, regarde. Harry attrapa Ron par le bras et le fit pivoter pour le mettre face à face avec le cheval ailé. Ron regarda un instant, puis se tourna à nouveau vers Harry. Qu'est-ce qu'il faut que je voie? Mais là, entre les brancards, attelés à la diligence devant ton nez. Voyant l'air toujours ahuri de Ron, une étrange pensée vint alors à l'esprit de Harry. Tu n'arrives pas à les voir? Voir quoi? Tu ne vois pas les créatures qui tirent les diligences? Ron semblait sérieusement inquiet à présent. Tu te sens bien, Harry? Oui. Harry n'y comprenait plus rien. Le cheval était là, devant lui, bien réel, son pelage luisant dans le faible lumière qui différenciait la fenêtre de la gare. Des panaches de vapeur s'élevant de leurs naseaux dans l'air frais de la nuit. Pourtant, à moins que Ron se soit moqué de lui, et dans ce cas la plaisanterie aurait été douteuse, il ne le voyait pas du tout. Bon, on monte, dit Ron incertain, en regardant Harry d'un air soucieux. Oui, allons-y. Ne t'en fais pas, dit une voix rêveuse à côté de Harry, après que Ron eut disparu dans les profondeurs obscures de la diligence. Tu n'es pas en train de devenir fou. Moi aussi, je les vois. C'est vrai, s'exclama Harry d'un air éperdu, en se tournant vers Luna. Il distinguait, dans ses grands yeux argentés, le reflet de ses chevaux aux ailes de chauve-souris. Oh oui, répondit-elle. Je les ai vus dès le premier jour où je suis venue ici. Ce sont toujours eux qui tirent les diligences. Ne t'inquiète pas, tu es aussi saint d'esprit que moi. Avec un faible sourire, elle monta à la suite de Ron dans la diligence où s'attelait une odeur de moisi. Sans s'être rassuré le moins du monde, Harry la suivit. Voilà, ce sera tout pour ce soir, les gens, parce que j'arrête pas de tousser, c'est chiant. Elle a sauvé saint d'esprit exactement, et Harry est aussi saint d'esprit. Tout va bien. Je m'en dis là. Parce que c'est chiant, je vais essayer de prendre des pastilles pour la prochaine fois. Parce que là, je vais pas vous imposer ça plus longtemps, ça sert à rien. Surtout qu'à un moment, je risque de vraiment tousser, ça va être pas très aisé. Donc voilà, je vous donne des bisous, merci pour votre soutien, c'est très gentil, merci d'être passé. Et on se retrouve mardi pour la suite, du coup. Mercredi, on continue. Jeudi, on termine. C'est bon, on termine l'histoire jeudi. Puis dimanche, on se retrouve comme pour l'ASMR. Des bisous à vous. Merci beaucoup, Pikachu. Des bisous à toi.